On va donc démarrer la première session de la première matinée. Donc, il y a une session commune SFAR à SFNCM, donc la société de nutrition, société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Donc, je suis accompagnée par Carole Ishaï pour modérer cette session. Et voilà, donc on va accueillir notre première intervenante qui est Héloïse Cercueil, qui va nous parler des recommandations européennes du jeûne préopératoire chez l'enfant. Eh bien, on vous écoute. Merci. Alors, je sais pas. Ah oui, si, c'est bon. Voilà. Oui, Alors, il faut être indulgent parce que c'est la première fois que je parle à la SFAR. Bah oui, ne soyez pas inquiets. On a tous des premières audiences. C'est vrai qu'on est très nombreux en plus, alors du coup. Comme ça, c'est un bon entraînement. Exactement. Pourquoi c'est impressionnant. Donc, effectivement, je suis Héloïse Cercueil, anesthésiste et réanimateur pédiatrique à Lyon, et je remercie la SFAR de m'avoir invité à présenter les nouvelles recommandations européennes de jeûne périanesthésique chez l'enfant qui viennent de sortir cet été. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc avant tout, je voulais vous expliquer le pourquoi de ces nouvelles, de la nécessité de ces nouvelles recommandations. Donc pas de nouveauté. Suite aux travaux de Mendelssohn dans les années 40, on a mis en lumière la morbimortalité associée avec l'inhalation. Et donc, à partir de cette époque, on s'est mis à mettre à jeun les patients en se disant que plus le jeûne préopératoire serait long, plus l'estomac aurait de chances d'être vide, moindre serait le risque d'inhalation et moindre serait la morbimortalité péropératoire. Alors on sait désormais que tous les items de ce postulat sont caducs et on s'est mis à mettre en balance le risque d'inhalation avec le risque que peut engendrer le jeûne prolongé. Suite à ça, en 1999 aux États-Unis, remis à jour en 2011 et en 2011 en Europe, sont sortis des guidelines sur le jeûne qu'on connaît tous actuellement, qui sont la règle des 6-4-2, à savoir 6 heures pour les solides et les laits infantiles, 4 heures pour le lait maternel et 2 heures pour les liquides clairs. Le problème, c'est que ces recommandations, donc elles concernaient l'adulte et la pédiatrie en niant les spécificités pédiatriques et notamment en termes d'inhalation. Donc l'inhalation en pédiatrie, c'est quoi ? C'est une incidence dans la littérature autour de 0,05 à 0,1%. Donc sensiblement la même que l'incidence chez l'adulte. Alors l'incidence chez l'adulte, elle est difficile à trouver puisqu'en fonction des études, on n'étudie pas forcément la même population. Donc on a du mal à avoir une incidence précise d'inhalation chez l'adulte. Par contre, on a une morbidité clairement moindre. J'en veux pour preuve donc la plus grosse étude récente européenne en anesthésie pédiatrique à Précote, 30 000 patients, 260 centres européens, 9,3 inhalations pour 10 000 patients. Plus de la moitié avait zéro conséquence. Environ un tiers avait des conséquences mineures, donc un petit peu d'oxygénoréquérence, la plupart péropératoires. Quelques-uns ont nécessité des bronchodilatateurs. Il y en a eu 2 qui ont eu une antibiothérapie. Une seule pneumopathie avérée, 0 passage en soins continus et 0 décès. Globalement, les chiffres de la littérature s'accordent à peu près là-dessus. On a quelques cas décrits de SDRA en pédiatrie, mais aucune conséquence au long terme et 0 décès décrits dans la littérature en pédiatrie liés à l'inhalation. Les facteurs de risque d'inhalation qui sont mis à jour, comme chez l'adulte, c'est l'occlusion intestinale, les ASA élevés, les intubations difficiles, mais pas vraiment le volume gastrique qui, pour l'instant, n'a pas été mis en relation avec le risque d'inhalation. Maintenant, en balance, le risque du jeûne prolongé. Alors, l'adulte en souffre aussi. Mais donc la soif, l'inconfort, l'anxiété peut générer des troubles neuropsychiques qui, pour le coup, peuvent être en pédiatrie plus importants, notamment sur des patients qui peuvent avoir des parcours de soins plus longs. Il y a tout l'impact sur les parents aussi, pour qui l'alimentation, l'hydratation est souvent une préoccupation importante dans un moment de stress intense pour eux. Tout ce qui est risque d'hypotension à l'induction et difficulté d'abord vasculaire. La difficulté d'abord vasculaire, ça reste une problématique importante en anesthésie pédiatrique. Les risques d'hypoglycémie, alors sur une population tout venant, il n'y en a pas. Mais on sait que par contre, le petit nourrisson, les patients chroniques, les patients qui sont déjà dénutris, eux vont risquer des hypoglycémies préopératoires.
Et puis après, toutes les données qui, comme chez l'adulte, sont un petit peu discutées dans la littérature, de réduction de la douleur post-opératoire, de nausées et vomissements post-opératoires, une meilleure récupération digestive post-opératoire si on baisse les durées de jeûne, la baisse de l'insulinorésistance, de la modulation de la réponse inflammatoire et l'impact sur la trophicité musculaire. Donc suite à ça, particulièrement les anesthésistes en anesthésie pédiatrie, donc de nombreux papiers sont sortis dans les dernières décennies pour essayer de voir si on ne pouvait pas baisser un petit peu ces durées de jeûne tout en restant en sécurité, et ça notamment sous l'impulsion de pays qui déjà utilisent des guidelines propres qui sont plutôt libérales, donc notamment la Hollande, la Suède et puis certains centres d'Allemagne. Donc dans ce contexte, l'ESAIC a sorti 26 recommandations concernant le jeûne périopératoire en pédiatrie. Elle parle donc en premier lieu de la lutte contre le jeûne prolongé. Elle détaille les temps de jeûne recommandés pour les liquides clairs, pour les différents types de lait, les solides. Elle précise certaines conditions médicales particulières, comment gérer certaines conditions médicales particulières. Elles introduisent la place de l'échographie gastrique au bloc opératoire. Et puis elle parle un peu de la reprise précoce post-opératoire. Alors, en tout premier lieu, la toute première, c'est les temps de jeûne prolongés doivent autant que possible être évités. C'est une recommandation forte. Ils insistent bien là-dessus tout au long des recommandations. D'une part, pour la possible association avec le risque d'accumulation de corset tonique, la possible association avec une pression artérielle systolique plus basse. Par contre, des données contradictoires dans la littérature pour l'instant sur la réduction de la faim, de la soif ou de l'inconfort, avec notamment chez l'enfant une sensation de soif qui n'était pas forcément en lien avec la durée réelle de jeûne. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que recommander des jeûnes préopératoires de moins de 2 heures, on a en fait une réduction effective de la durée de jeûne réelle. Et donc là aussi, on est sur une recommandation forte de encourager, donc on a une notion d'actif, à boire des liquides clairs jusqu'à 1 heure avant l'induction. Et donc on précise bien avant l'induction et pas avant l'arrivée à l'hôpital. En ce qui concerne les données sur le contenu du volume gastrique, les données sont très disparates dans la littérature. Donc, ce n'est pas une nouveauté, le fait d'autoriser les liquides clairs jusqu'à 1 heure avant l'anesthésie. Déjà en 2018, l'ESPA et la DARPEF avaient validé un consensus qui proposait de donner jusqu'à 3 ml/kg 1 heure avant l'anesthésie. En effet, dans la littérature, on sait que recommander en pédiatrie 2 heures de jeûne, c'est des durées effectives de 6 à 13 heures, et on arrive à baisser ces durées effectives en passant à 1 heure. On le voit bien dans notre pratique quotidienne, en fait. On a plus facilement la possibilité de se projeter à 1 heure. Bon, le chirurgien n'a pas tout à fait fini, il nous reste la fermeture, réveiller le patient, appeler le suivant, on sait qu'on va avoir 1 heure devant nous. 2 heures, c'est tout de suite plus difficile de se projeter dessus. Et de façon générale, quand on a un doute, on a quand même tendance à prendre un choix conservatif, que ce soit nous, mais c'était aussi dans les différentes études, les parents qui préféraient ne pas donner à boire ou à manger pour éviter que leur enfant soit reporté ou annulé. On sait que ce qui marche encore mieux, c'est non seulement de recommander 1 heure de jeûne, mais c'est aussi d'y associer un programme de communication actif. Alors en France, on a la chance d'avoir une consultation pré-anesthésique où on peut commencer à introduire ça auprès des parents. Dans les autres pays où c'était implémenté, ils appelaient les parents la veille et ils envoyaient des textos le jour même pour encourager les parents à donner à boire à leurs enfants avant de venir à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est sécure? Donc, c'est faisable. Est-ce que c'est sécure? On n'a pas d'études suffisamment puissantes pour l'instant pour le prouver. Ce qu'on sait, c'est que les régimes libéraux, ils sont déjà implémentés, comme je disais tout à l'heure, en Allemagne, en Suède et en Hollande. La première étude, là, c'est 12 000 patients. La deuxième, 10 000 patients. Globalement, on a une incidence similaire au reste de la littérature. Ça reste quand même des effectifs qui ne sont pas suffisamment puissants étant donné l'incidence de l'inhalation, pour pouvoir en être certain. Les études de la vidange gastrique, que ce soit en IRM, en échographie ou avec recueil de SNG,
sont plutôt en faveur aussi de dire ça. On sait que l'eau, elle s'élimine à peu près en une demi-heure, la plupart des autres liquides clairs en 1 heure. Et puis il y a une étude qui est en train de se mettre en place sous l'égide du professeur Frickholm, donc celui qui a lancé les guidelines, qui est un Suédois, qui est Eurofast, pour lequel il encourage tous les centres pédiatriques à participer. Il voudrait avoir 60 000 patients dans chaque bras, à jeun 2 heures avant et à jeun 1 heure avant, et puis voir si on a des différences d'inhalation. En ce qui concerne les laits, donc c'est une des nouveautés des guidelines. L'allaitement maternel devrait être encouragé jusqu'à 3 heures avant l'induction. On est aussi sur de la recommandation forte. Les laits maternels enrichis, alors c'est fortified dans les recommandations, donc en fonction des experts de nutrition à qui j'ai demandé, ils traduisaient ça comme fortifié ou enrichi. En français, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça ne retarderait pas la durée de vidange gastrique. Et donc on pourrait encourager jusqu'à 3 heures avant l'anesthésie aussi quand il s'agit de lait maternel. Pour les laits artificiels, on est aussi sur du changement avant été à 6 heures. Et donc, ça devrait être encouragé jusqu'à 4 heures avant une induction anesthésique. Et puis, donc on a un item sur les liquides non clairs, donc le lait de vache, qui pourrait être autorisé jusqu'à 4 heures avant une induction anesthésique. Donc, on passe d'une règle de 6-4-2 à une règle de 6-4-3-1, à savoir que le lait infantile qui était recommandé 6 heures avant passe à 4 heures, et le lait maternel qui était recommandé 4 heures avant passe à 3 heures. En fait, la plupart des centres pédiatriques le faisaient déjà sans qu'il y ait de vrais guidelines. En ce qui concerne le lait maternel ou le lait maternel enrichi, c'est un accord fort. On a beaucoup d'études pour le prouver, notamment initiées par les néonatologues. Pour le lait artificiel, on a un peu moins de preuves. Dans les recommandations, c'est for infants, donc moins d'1 an, donc théoriquement premier et deuxième âge, mais ça a été étudié en fait que chez les nouveau-nés, donc c'est surtout le premier âge qui a été étudié. En fait, on a un vrai bénéfice dans que ce soit pour le lait maternel ou le lait artificiel, pour les moins de 6 mois, chez qui on a un vrai intérêt en fait à baisser les durées de jeûne pour justement le risque de baisse de pression artérielle à l'induction, le risque de difficulté de perfusion, le risque d'hypoglycémie. Et surtout, en fait, sur cette population, baisser de 4 heures à 3 heures et de 6 heures à 4 heures, en fait, c'est une réduction effective de la durée de jeûne. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les moins de 6 mois. Souvent, en plus, c'est des populations qui ne sont pas accessibles au liquide clair, à qui on ne peut pas donner d'eau et de jus de pomme. Donc, c'est surtout chez ceux-là que la question se pose. Il faut savoir que les études sur les laits, c'est des populations effectivement néonatales qui concernent généralement une dizaine de patients, alors que les études qui concernent les liquides clairs, on est sur des effectifs beaucoup plus importants. En France, la grosse difficulté, c'est qu'on a une variabilité des formules qui est très très importante. On a des laits prêts, des laits anti-régurgitation, des laits épaissis avec différents types d'épaississants. Et surtout, on a des grosses variabilités de pourcentage entre le lactosérum et la caséine, qui sont les deux protéines du lait. Or, le lactosérum se digère très facilement, et la caséine, c'est la partie qui va s'agréger et se digérer beaucoup plus lentement. Et donc, certainement qu'il y a une incidence sur la vidange gastrique. Et donc, ça reste difficile quand même de faire des recommandations pour tous ces laits qui sont très très différents. En ce qui concerne les solides, on reste sur les mêmes recommandations qu'avant, à savoir que la nourriture solide devrait être autorisée jusqu'à 6 heures avant une induction. Par contre, une autre nouveauté, c'est un petit déjeuner léger solide ou des liquides non clairs pourrait être autorisé jusqu'à 4 heures avant. Alors là, il y a eu un désaccord d'Elphi et globalement, les Français étaient plutôt pas hyper favorables. Ce qu'on sait, c'est que c'est déjà implémenté depuis longtemps dans certains pays, et notamment les pays suédois, donc comme je disais, la Suède, la Hollande, et puis certains centres d'Allemagne. Donc, on a, je vous ai mis 2 études. La première, c'est une étude de la vidange gastrique après un repas léger sous IRM. La deuxième, c'est la même chose avec échographie gastrique. Les études sur la vidange gastrique sont aussi plutôt en faveur de ça, avec une élimination qui est en 3 à 4 heures pour un petit déjeuner solide. Le souci, c'est que la définition du repas léger, elle est difficile. Il faut que ce soit quelque chose de très défini, puisque en fonction des différences culturelles ou des habitudes alimentaires, la quantité et la qualité de ce qui va être donné peut complètement modifier la vidange gastrique. Ensuite, le risque d'inhalation de solide a quand même une morbidité beaucoup plus importante que le risque d'inhalation de liquide, avec notamment le risque d'obstruction directe et le risque inflammatoire direct.
et que le bénéfice de baisser les diurétines solides est relativement peu clair. Si on arrive déjà à faire 6 heures, c'est pas mal. En fait, si on arrive à donner des liquides clairs, à encourager les liquides clairs jusqu'à 1 heure avant, tout ce qui est soif, déshydratation, risque de baisse de la PAM, risque de cétose, etc., on s'en affranchit. Donc voilà, c'était un peu les arguments de ceux qui étaient pas trop favorables, et notamment les Français. Globalement, ce qu'on a conclu, c'est que pour les institutions qui le font déjà, dans le cadre d'un protocole local, on restait sur ces recommandations. Par contre, qu'il fallait définir de façon très précise ce qu'était le repas léger. Et puis, on en a profité pour rappeler que 6 heures, c'était sans doute pas du tout suffisant pour des très grandes quantités de nourriture ou des repas très gras. Ensuite, les recommandations se sont attardées à préciser la prise en charge de certaines pathologies qui étaient réputées comme allongeant le temps de vidange gastrique, mais sans qu'il y ait de recommandations particulières. Donc, ce qu'on a défini, c'est que ce soit le reflux gastro-œsophagien, la dyspepsie fonctionnelle, la pathologie cardiaque congénitale, le diabète de type 1, l'atrésie de l'œsophage sans fistule ou sans sténose, ne devait pas générer de consignes de jeûne différentes des autres enfants, qu'on devait prendre en charge ces enfants comme les autres. En ce qui concerne le prématuré, le temps de vidange gastrique il pourrait être légèrement allongé, mais pas de façon cliniquement significative. Et donc on reste idem sur les mêmes recommandations que l'enfant tout venant. Le chewing-gum n'est pas une raison pour annuler une anesthésie, n'augmente pas suffisamment le volume de l'estomac, mais ça c'était déjà précisé dans les recommandations de l'ESA en 2011. Et puis en ce qui concerne la nutrition entérale, que ce soit par sonde ou par gastrostomie, on reste sur les mêmes consignes que les équivalences caloriques per os. En ce qui concerne l'échographie gastrique, c'est les toutes premières guidelines. On était assez contents parce que c'est les toutes premières guidelines qui introduisent l'échographie gastrique en anesthésie, que ce soit en pédiatrie ou chez l'adulte. Donc en parallèle, on avait fait une revue de la littérature avec le professeur Valla, qui est également sorti cet été. On sait qu'il y a maintenant suffisamment de preuves de validation en pédiatrie. Donc ça reste un outil intéressant au bloc opératoire. Dans les recommandations, donc l'évaluation du contenu du volume gastrique peut être utilisée, que ce soit pour les chirurgies réglées quand les instructions de jeûne n'ont pas été respectées, ou pour les chirurgies urgentes. Donc c'est un outil intéressant au bloc opératoire. Je vous présente une étude, donc 143 patients qui étaient pris en charge en urgence au bloc opératoire. Dans 90% des cas, on a pu faire l'échographie en décubitus dorsal et décubitus latéral droit. Quand on faisait l'échographie gastrique, dans 85% des cas, la technique d'induction était adaptée au volume gastrique qui était recueilli après intubation, contre 49% des cas quand on se basait uniquement sur les données cliniques. Les systèmes de score qualitatifs sont préférés au calcul du volume gastrique. Donc on préfère le score de Perlas, en gros, au calcul de l'air antral. Et un examinateur entraîné, donc il y a une notion de formation quand même, peut utiliser l'interprétation qualitative pour distinguer le solide du liquide et les petits volumes des gros volumes. L'aire de section antrale, ça reste un choix alternatif et au mieux, on le fera en décubitus latéral droit. En pédiatrie, il y a 2 formules qui sont validées dans la littérature pour mettre en lien la surface antrale avec l'estimation du volume gastrique. Et enfin, donc, des recommandations sur la reprise post-opératoire, sauf contre-indication, un apport liquidien post-opératoire précoce et libéral devrait toujours être encouragé chez l'enfant. Donc on doit limiter au maximum les perfusions et reprendre le plus rapidement possible, si pas de contre-indication, le per-os. Donc, je le mets en relation avec des recommandations de l'ESNIC qui sont in-proof, qui vont bientôt sortir, sur le patient aigu ou critique qui, je pense, se rapproche du patient post-opératoire, où l'ESNIC et notamment la Société de nutrition au sein de l'ESNIC recommande au maximum en fait, d'utiliser la voie entérale plutôt que les perfusions quand on le peut. Suite à ces guidelines, on a quand même un certain nombre de questions non résolues. Je travaille en pédiatrie, en réanimation en ce moment, donc la nutrition entérale me concerne particulièrement, mais quid de la nutrition entérale, pour l'instant, on ne sait pas si on est à 4 heures, à 6 heures, en fonction alors, qu'est-ce que ça veut dire en fonction de l'apport calorique? On est sur des calories
voilà, est-ce qu'on considère que c'est un repas léger ou un vrai repas? Est-ce que la nutrition entérale continue devrait être gérée différemment de la nutrition entérale en bolus? La différence de lait, est-ce que les laits épaissis, on devrait augmenter les durées de jeûne? Alors, en ayant lu un petit peu la littérature sur le sujet, mon sentiment, c'est que non, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de recommandations non plus là-dessus. La nutrition post-pylorique, on n'a toujours pas de recommandations pour savoir si on peut gérer différemment de la nutrition gastrique. La place réelle de l'échographie gastrique, comme chez l'adulte, elle reste à définir. On n'a toujours pas de cut-off à partir duquel on passe sur un estomac vraiment à risque. On ne sait pas si le fait de faire une échographie gastrique, on réduit réellement le risque d'inhalation ou le risque lié à l'induction en séquence rapide. Et puis après, il y a toute la balance bénéfice-risque de inhalation versus jeûne prolongé qui reste à être plus définie. Au total, donc, on passe de recommandations de type 6-4-2 à 6 heures pour les solides, 4 heures pour les laits infantiles, 3 heures pour les maternelles et 1 heure pour les liquides clairs. De façon générale, on encourage au maximum à boire les patients des liquides clairs avant et après intervention. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après intervention, donc la crainte, c'est le risque de vomissement. Il n'y a pas de surrisque de vomissement. Les seuls surrisques de vomissement qu'on pouvait avoir, c'était quand on forçait les enfants à boire. Donc il faut les laisser boire, mais pas les forcer à boire ou à manger. Et puis enfin, donc l'échographie, pour la première fois, est introduite comme possible outil pour l'anesthésiste au bloc opératoire, que ce soit en chirurgie urgente ou en chirurgie réglée. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'avais... alors, je ne suis pas du tout anesthésiste, donc par rapport au type d'aliments, est-ce qu'il y a des choses qui sont préconisées parce que vous avez parlé de repas solides et repas légers. Finalement, c'est quoi le cut-off entre les deux? Et ben justement, on ne le connaît pas trop. Ce qui avait été étudié dans les repas légers, c'était en gros 2 biscottes, un verre de lait et un peu de confiture. Voilà, Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, les lipides vont être beaucoup plus difficilement digérés. Donc, on essaye de faire des choses peu grasses. Les glucides, c'est un peu variable. Des fois, ça va accélérer la vidange gastrique. Des fois, comme ça augmente les calories, ça peut l'augmenter. Mais justement, la définition du repas léger, elle est pas claire et elle est encore à être faite. Ce que ça veut juste dire quand même, c'est que quand on nous appelle pour nous dire que l'enfant il a mangé une biscotte 4 heures ou 5 heures avant, peut-être qu'on peut se dire on reste dans des limites raisonnables et puis on peut surtout avoir accès éventuellement à l'échographie gastrique si on a un doute et pas complètement perturber notre programme opératoire, ce qui reste problématique. Mais... Fabienne. Moi, justement, vous avez beaucoup parlé de l'échographie gastrique. Est-ce qu'on sait en pratique courante quelle est son utilisation, notamment pour faire ces évaluations de volume gastrique? Parce qu'effectivement, chez l'adulte, et que Carole et Jean-Charles nous diront, on a un petit peu enlevé, en tout cas en France, en tout cas, l'évaluation du résidu gastrique. Et puis, on a l'impression que ça revient un petit peu par l'intermédiaire. On se dit quand même, il faut quand même évaluer par l'échographie. Et est-ce que c'est utilisé en pédiatrie? C'est énormément utilisé en pédiatrie, nous on l'utilise au quotidien. Chez l'adulte aussi, alors les résidus gastriques effectivement en réanimation, on a montré justement par l'échographie gastrique que ce soit en réanimation adulte ou réanimation pédiatrique, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. On est sur des sondes de nutrition contre des sondes d'aspiration, donc ça fait une petite différence. Et finalement on sait que le résidu gastrique en réanimation, on le fait pour pas que le patient vomisse ou fasse de pneumopathie d'inhalation, ce qui n'est pas tout à fait la même que sur une induction et une intubation. Donc il y a quand même un intérêt, notamment pour toutes les chirurgies. À Lyon, on est assez spécialisé justement dans l'échographie gastrique, donc on est assez favorable à faire des échographies gastriques. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un type d'anesthésie d'urgence qui jusque-là, il fallait qu'on fasse des inductions en séquence rapide. Les appendicites simplex qui ont un tout petit peu mal, mais qui viennent sur leur de pied, qui
quand on voit que l'estomac il est vide, l'intérêt c'est qu'on peut faire une induction standard, alors que si on voit que l'estomac il est complètement plein sur un patient très stressé par exemple qui vient de vomir ses haricots verts devant nous, même s'il est à jeun depuis 8 heures, et celui-là peut-être qu'on va se méfier et qu'on va plutôt partir sur une induction en séquence rapide. Donc ça nous permet quand même c'est un outil supplémentaire pour affiner, et c'est utilisé au quotidien chez l'adulte, et nous, en pédiatrie à Lyon, en tout cas, on l'utilise au quotidien. On a montré, par exemple, pour les sténoses du pylore, l'échographie gastrique a pu nous faire complètement changer nos prises en charge. Sur une population, les sténoses du pylore, c'est souvent des patients qui sont un peu difficiles à intuber. Et puis difficile à perfuser parce que c'est 2-3 mois. Et du coup, avec l'échographie gastrique, on arrivait à vidanger sous écho en mettant une sonde gastrique, et derrière, on faisait des inductions standards inhalatoires plutôt que faire une crush avec tout le stress que ça génère et toutes les complications liées aux inductions en séquence rapide. C'est vrai que le contexte entre le bloc opératoire et la réanimation n'est pas le même, en fait. Hein. Donc, les interprétations sont déjà suffisamment difficiles. Ce qui est notable, c'est que c'est assez facile. L'échographie est tellement devenue notre bras armé à nous, anesthésistes, réanimateurs, que je pense qu'on se dit ça donne une idée. Donc effectivement, je pense qu'encore plus en pédiatrie et au bloc opératoire, c'est encore plus intéressant, surtout si on voit qu'il n'y a pas de volume résiduel qui est important. Dans l'autre sens, c'est différent parce que le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas s'il y a une relation entre le nombre d'inhalations et le volume résiduel. Non, pas du tout. Ça élimine pas ce qui a été dit chez l'adulte. Voilà. Je pense que c'est pas contradictoire. Et ça reste à définir effectivement. Et on ne sait pas s'il y a un plus gros volume, est-ce qu'on a un plus gros risque d'inhalation. Ça, on n'en a pas tellement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, vous pouvez aller... Oui, enfin, c'est pas la peine d'aller au micro. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de bruit. Donc, allez-y. Est-ce qu'au final, tu es favorable à l'idée d'introduire un repas léger 4 heures avant ? Alors, c'est ce que je disais, globalement, les Français, donc il y avait notamment Mathilde Queiroz qui était présidente de la DARPEF à ce moment-là, et puis Francis Weckmans, qui était quand même plutôt pas trop favorable à l'implémenter. Globalement, ce qu'on a dit, c'est que des centres qui ne le faisaient pas n'avaient pas trop de raison de le faire. Mais ça reste à être défini par la suite, et peut-être qu'on le fera dans 10 ans et que ça commence à mettre des jalons pour nous préparer psychologiquement à le faire dans 10 ans. Du coup, on utilise plutôt cette recours en disant on n'allume pas si c'est Ouais, un peu léger, je pense. dans les 4 heures, plus de 4 heures avant. Je crois qu'il y avait un monsieur qui avait une question. Oui, allez-y. A contrario, moi, ce qui m'interpellait, c'est certes vous l'utilisez en pratique courante à Lyon. Maintenant, vous avez cité une étude qui montrait qu'en situation d'urgence, la technique d'anesthésie utilisée finalement était en accord seulement à 85% avec la vacuité gastrique trouvée sur les critères échographiques. Donc ça voulait dire que dans 15% des cas, finalement, on avait décidé une technique qui n'était pas forcément adaptée. En fait, la difficulté, c'est la formation des gens. Il y a toutes sur les PERLAS 1, c'est très difficile de savoir. Il faut se former pour savoir si c'est un petit volume ou un gros volume. Et donc, il y a un certain nombre de PERLAS 1 où on a du liquide gastrique dans l'estomac en décubitus latéral, mais où finalement, quand on aspire, on se rend compte que c'est moins donc, je pense que c'était 1,2 ml/kg qui avait été retenu comme cut-off pour cette. Donc, c'est une question de formation. Et puis, on a une zone grise, comme dans toutes les techniques, comme dans l'écho, comme dans le TT, il y a des zones grises, c'est sûr, sur lesquelles on n'aura pas d'approche. Par contre, on a pu éviter une induction en séquence rapide à un certain nombre de patients, ce qui peut avoir un intérêt ou pas, ça c'est à discuter, mais quand même l'induction en séquence rapide, on sait que ça génère du stress, ça génère des complications, donc voilà. C'est un outil supplémentaire, ça résout pas tout, mais c'est un outil supplémentaire. Ok, alors j'ai juste une dernière petite question pour qu'on reste dans les temps. Bon, moi, je ne fais pas de pédiatrie. On dit l'enfant, mais entre le nourrisson et l'enfant qui a 12 ans, finalement, est-ce que vous avez fait des distinctions ? Puis on se rend compte que, bon, c'est pas de la faute des pédiatres, hein, mais c'est toujours plus difficile de faire les études en pédiatrie, mais vous êtes en train de rejoindre ce qu'on essaye de prôner depuis maintenant un certain nombre d'années chez l'adulte. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des différences
entre un enfant de 12 ans et un nourrisson, ou est-ce que finalement c'est... En termes de... pour ces précautions à prendre, pour ce jeune Non, alors comme je disais, c'est sûr que le petit nourrisson, il est plus à risque de jeûne prolongé, hein, il va moins bien le supporter. Donc chez ceux-là, il faut qu'on ait une vigilance encore plus importante. Il faut penser à appeler dans les services pour les faire manger 3 heures ou 4 heures avant, pas les laisser à jeun toute la journée et éviter de leur mettre des perfusions systématiques, parce qu'on sait que ça va d'autant plus générer chez ces patients une morbidité aussi liée à la perfusion, les hyponatrémies, des surcharges qui sont importantes. Après, à 12 ans, on se rapproche d'un adulte, hein, en vrai, c'est des recommandations. Des adultes, mais sur de l'adulte, on n'est pas sur des recommandations aussi libérales pour l'instant. Ouais. Donc finalement, c'est peut-être la pédiatrie qui, pour une fois, va permettre aux adultes de réfléchir, parce qu'on dit ça, mais les personnes âgées sont tout aussi à risque de jeûne prolongé, ont tout autant de... Très bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation.